Merci d'assister à notre présentation sur notre projet de sécheresse qui consiste donc en la compréhension et la prédiction du niveau des nappes phréatiques en France. Donc notre présentation va s'articuler de la sorte. Premièrement, on vous présentera le contexte et les objectifs de notre projet. Ensuite, l'approche que nous avons utilisée pour atteindre nos objectifs. Les données qu'on a utilisées et ce qu'on a pu faire en termes de feature engineering et d'exploration de données. Ensuite, on vous présentera les résultats qu'on a obtenus en termes de prédiction. Et enfin, on conclura sur le déroulé du projet. Donc, premièrement, le contexte et les objectifs. En France aujourd'hui, comme on peut le voir, ça c'est une carte publiée par l'EBRGM, qui est donc l'organisme français qui est en charge du monitoring de la situation des nappes phréatiques en France. Et donc, comme on peut le voir sur cette carte à gauche, qui date de janvier 2024, donc très récente, on voit a priori que la situation aujourd'hui en France est plutôt positive dans la majorité des cas, ce qui est normal étant donné qu'on est en hiver, les nappes phréatiques sont en période de recharge, il pleut pas mal, donc les nappes se rechargent tout simplement. Mais quand même, on voit sur cette carte qu'il y a certaines zones qui sont encore à risque, notamment dans le sud de la France, vers Perpignan, vers Montpellier. Et donc c'est des zones où en fait, depuis cet été et même depuis plus longtemps, le niveau des nappes est très inquiétant et donc c'est d'autant plus intéressant parce que c'est sur cette zone qu'on va travailler et baser notre analyse. Et donc ce qu'on va essayer de faire dans notre projet, c'est de prédire le niveau des nappes phréatiques afin d'anticiper des périodes de crise et de manque d'eau et d'améliorer potentiellement la gestion des ressources à long terme. Donc premièrement, qu'est-ce qu'une nappe phréatique? Parce que c'est une question intéressante et c'est un phénomène très complexe. Donc sur ce schéma simplifié, on peut voir qu'une nappe phréatique c'est divisé en deux parties. Premièrement, on a une zone en profondeur que vous voyez en bleu, qui est une zone saturée en eau, qui s'appelle l'aquifère. Et vous avez aussi en beige sur le schéma une zone non saturée, qui est donc une zone rocheuse, mais où l'eau peut s'infiltrer parce qu'elle n'est pas, la zone n'est pas imbibée en eau. Et donc nous, ce qui va nous intéresser en fait, c'est cette ligne en pointillé que vous voyez, et en fait ça s'appelle le niveau piézométrique. Pourquoi? Parce que les instruments qui mesurent le niveau des nappes phréatiques, ça s'appelle un piézomètre. Et donc le niveau de piézométrique, c'est ça qu'on va appeler le niveau de la nappe phréatique tout simplement. Et donc c'est la profondeur de la zone saturée, et donc qui va mesurer combien d'eau peut s'infiltrer dans la nappe et à quel point elle est remplie ou non. Les impacts des périodes de sécheresse, ils sont divers et variés, mais on peut notamment citer l'accès restreint à l'eau, une agriculture qui s'en voit impactée négativement, ou encore, comme on a pu le voir sur les dernières années, des incendies, notamment dans le sud de la France. Donc c'est vraiment important de surveiller le niveau des nappes phréatiques et d'essayer d'éviter ces périodes de sécheresse au maximum, surtout dans le contexte du réchauffement climatique. Donc je vais laisser la main à Florentin pour vous présenter notre approche. Merci Théo. Alors, comme ça a déjà été évoqué, notre objectif sur ce projet, ça a été de prédire le niveau d'eau dans une nappe phréatique, et plus précisément de le prédire à différents horizons. Donc, on s'est focalisé sur les durées de 1 mois et 3 mois à l'avance, parce qu'à la fois, c'était des durées qui nous paraissaient assez longues pour pouvoir prendre les mesures nécessaires en cas de détection d'une crise, avec assez d'avance donc, et à la fois pas trop lointaines pour avoir assez confiance en nos prédictions. L'approche qui a été adoptée, qui est assez classique sur ce sujet-là, c'était dans un premier temps d'analyser la donnée à notre disposition et au sein de cette donnée de sélectionner un ensemble de piézomètres plutôt que de travailler sur la totalité de notre jeu de données. Ensuite, d'appliquer une couche de feature engineering, c'est-à-dire d'enrichissement de notre jeu de données pour calculer des mesures, des axes d'analyse plus pertinents du point de vue de la prédiction. La prédiction en tant que telle, donc, c'est l'étape 3 que vous voyez ici, avec la construction de deux types de modèles. Tout d'abord des réseaux de neurones, plus précisément de type LSTM, dont Nicolas a déjà un petit peu parlé, et des modèles de machine learning plus classiques. Ensuite, sur ces modèles, nous avons appliqué du fine-tuning et l'optimisation d'hyperparamètres pour encore améliorer les résultats en sortie des modèles. Et enfin, nous avons pu générer et illustrer des prédictions à partir de tout ce travail-là, et plus précisément des prédictions des périodes de crise. Alors, en ce qui concerne la préparation des données, voici un aperçu du jeu de données que nous avons pu utiliser. Donc, nous avons sélectionné 174 piézomètres dans la région de Montpellier-Perpignan.
qui ont la particularité de tous provenir de la même nappe phréatique, ce qui est assez intéressant parce qu'on s'attend à ce qu'ils soient tous un peu reliés entre eux, tous plus ou moins interdépendants. Du point de vue périmètre temporel, nous avons eu des mesures qui s'étalent de janvier 2010 à janvier 2022, donc 13 ans de mesures, avec une mesure par jour. Et ces mesures, quelles sont-elles? On en a de 3 types, à savoir le niveau piézométrique dont Théo a déjà parlé, les précipitations, donc la pluie, et l'évapotranspiration. Et pardon, à droite, vous avez une petite illustration de la nappe phréatique en question, donc avec le niveau d'eau mesuré sur ces 174 piézomètres. Oups. Voici un petit aperçu des profils piézométriques, donc de l'évolution du niveau piézométrique sur deux sites de mesure, donc depuis avant 2000. Ce qu'on peut voir là-dessus, c'est 2 choses. La première, c'est que c'est une mesure qui est très saisonnière. On voit vraiment des évolutions au fil des saisons, année après année, mais également qu'il y a des plus petites variations, plus fines, qui peuvent vraiment changer d'un site de mesure à l'autre. Et c'est vraiment ces variations plus fines qu'on va essayer de prédire avec nos modèles d'intelligence artificielle. Pour venir au feature engineering, donc je rappelle l'enrichissement du jeu de données. Voici les différents types d'axes d'analyse, disons, que nous avons pu créer en plus par rapport à nos données brutes. Donc très rapidement, nous avons la différence entre une date de mesure et le niveau piézométrique à 1 jour, 30 jours, 90 jours dans le passé. Ensuite, nous avons des moyennes roulantes qui ont pour effet de lisser un petit peu notre jeu de données, donc là aussi sur des fenêtres variables de 15 jours, 30 jours, 60 jours, etc. Ensuite, il y a une autre forme de lissage que nous avons fait plutôt au niveau des dates, en moyennant nos données sur le jour, c'est-à-dire les données brutes, mais aussi sur la semaine, le mois, etc. Et enfin, nous avons rajouté une source de données externe, à savoir les débits des cours d'eau proches de chacun de nos piézomètres. Ces données, nous avons récupérées sur la base open source Ebo. Ensuite, pour parler un petit peu de la partie exploratoire sur les données, voici une matrice de corrélation qui permet de nous donner un premier aperçu du pouvoir prédictif de nos différents axes d'analyse. Alors, la façon de lire ce graphique est la suivante. Sur chaque ligne, vous avez un piézomètre qui appartient à notre jeu de données, donc au total 1300, sur lesquels on a sélectionné juste une petite partie, je rappelle. Et en colonne, nous avons tous les différents axes d'analyse qui ont été générés et que je vous ai présentés sur la slide précédente. Ce qu'il y a à voir là-dessus, c'est que plus une colonne sera ou très claire ou très foncée, plus elle sera reliée aux variations du niveau piézométrique, et donc plus elle aura un pouvoir prédictif potentiellement important. Un exemple de ça, c'est la moyenne roulante de précipitation sur une fenêtre de 15 jours. Celle-ci, on voit que c'est une colonne qui est très blanche et donc qui généralement sera très liée à l'évolution du niveau piézométrique. Ce qui semble plutôt normal. Si pendant 15 jours on a beaucoup de pluie, on s'attend à ce que les nappes se remplissent de manière assez logique. En revanche, cette colonne-là, si on regarde l'échelle à droite, elle a un rouge qui est très neutre. Elle représente la différence de pluie entre un jour donné et la veille. Donc ça, on imagine bien que c'est une mesure qui va être très variable au cours du temps et qui n'a pas un pouvoir prédictif vraiment intéressant du point de vue du remplissage des nappes, et c'est pour ça qu'elle a une corrélation qui est proche de 0. En parlant des prédictions, je vous ai mentionné tout à l'heure une étape d'optimisation d'hyperparamètres. Ça, ce que ça veut dire, c'est que sur notre modèle LSTM, en réalité, nous avons construit plusieurs variations, plusieurs versions un peu différentes de ce modèle-là. Ces versions un peu différentes, en réalité, ce qu'on fait varier dedans, c'est différents paramètres. Donc, vous voyez ici avec la dense activation, l'optimizer, le learning rate, en haut du schéma, qui peuvent prendre plusieurs valeurs. La façon de lire ce schéma est la suivante. Si vous prenez la ligne jaune qui est tout en haut, par exemple, on voit qu'elle va passer successivement par les points softmax, SGD et learning rate environ égal à 0,093. Ça veut dire qu'avec cette combinaison de paramètres que je viens de vous citer, on obtient une métrique sur l'échelle tout à droite de 0,098. Ce modèle-là précisément, c'est celui qui nous a donné les meilleurs résultats sur le LSTM. Et on peut voir qu'effectivement, il est au-dessus des autres combinaisons de paramètres possibles. L'idée de l'optimisation d'hyperparamètres, c'est d'essayer différentes combinaisons, ou de manière aléatoire, ou de manière optimisée, pour identifier celle qui va vraiment rendre notre modèle le meilleur. Et voici nos résultats. Sous la forme de prédiction, temporelle, avec 4 graphes ici. Donc en haut, vous avez les résultats à 30 jours et en dessous à 90 jours. Et à gauche, modèle machine learning, à droite, modèle LSTM. Là-dessus, nous avons 2 conclusions générales.
La première, c'est que, comme on pouvait s'y attendre, la prédiction à 30 jours d'avance est plus précise que la prédiction à 90 jours. Effectivement, c'était quelque chose qui paraît assez logique, mais on peut bien s'en rendre compte ici. Et pour autant, les prédictions à 90 jours sont plutôt satisfaisantes de notre point de vue. Et également, ce qui était un peu moins prévisible, c'est que le modèle LSTM semble donner des moins bonnes performances que le machine learning plus classique. Notre explication à ça, c'est que le LSTM, c'est un modèle qui est certes plus complexe, mais qui est sûrement plus adapté pour des cas d'usage spécifiques. Et il semblerait que la prédiction du niveau d'eau d'un nappe phréatique ne soit pas un cas d'usage qui fit vraiment bien sur ce type de modèle. Donc pour autant, on pense quand même que les réseaux de neurones, de manière générale, peuvent être une solution pour avoir des bonnes performances sur ce problème-là, mais peut-être avec un autre type que de LSTM. Ce qu'on a essayé de faire ensuite, c'est d'essayer de faire des prédictions au niveau des périodes de crise, en fait. Donc ce qu'on a utilisé, c'est des données mises à disposition par le BRGM via leur API MétéoNapp qui, en fait, présente la situation en temps réel de certaines nappes phréatiques en France. Et donc c'est ce que vous voyez sur ce graphe, c'est les données en escalier en rouge. En fait, c'est des valeurs mensuelles telles que si le niveau d'une nappe phréatique est en dessous, elle peut être considérée comme en crise tout simplement. Et donc on a essayé de comparer ces valeurs mises à disposition avec nos prédictions et avec les valeurs réelles pour voir si on était capable de prédire tout simplement les périodes de crise efficacement. Donc ce qu'on voit par exemple ici, sur ce trait vert, c'est qu'on a début 2019 une période de crise qui est correctement prédite parce qu'on a les deux courbes qui sont en dessous de ces valeurs en escalier. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ceci dit, on a aussi une marge d'erreur. La preuve ici sur le trait rouge où on a une période de crise vraie, fin 2018 à peu près, où on n'a pas réussi à prédire cette période de crise malheureusement. Et en analysant les données jour par jour, on peut voir que, bon, comme on peut le voir, il y a environ 1300-1400 jours où la nappe phréatique étudiée dans ce cas-là n'est pas en crise. Donc ça paraît logique, effectivement, il y a moins de jours où la nappe va être en crise que de jours où elle va être en crise. Mais ceci dit, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les jours où elle était effectivement en crise, on a réussi à la prédire correctement dans environ 60% des cas, comme on peut le voir en bas à droite de la matrice de corrélation. Donc c'est quand même des résultats qui sont encourageants, et on pense que ça peut être amélioré par divers axes d'amélioration, tout simplement. Et donc, pour conclure sur ce projet, ce qu'on peut en tirer, c'est premièrement qu'il est possible de se préparer aux périodes de sécheresse très efficacement en utilisant l'intelligence artificielle. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de le faire à des horizons différents. Donc nous, on a choisi les horizons de 1 et 3 mois, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Et en tant qu'axe d'amélioration, ce qu'on peut penser à essayer de faire, c'est éventuellement collaborer avec des experts métiers, pourquoi pas du BRGM, pour essayer de trouver des nouvelles variables et améliorer notre feature engineering basé sur une connaissance métier que aujourd'hui nous n'avons pas. Comme on l'a dit, le rechargement et des nappes phréatiques, c'est un phénomène très complexe. Et donc cette collaboration, ça pourrait nous aider à trouver des meilleures variables et tout ça dans le but d'optimiser nos performances et obtenir des résultats qui soient encore plus fiables. Donc voilà, pourquoi pas. Et merci de nous avoir écoutés, c'est tout pour ce projet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.